Une fois que j'ai eu ma licence en poche, je me suis posée, j'ai dit bon, tu veux faire quoi ? J'avais envie d'être journaliste en fait. Donc école de journalisme, très cher, c'est 6 000 € l'année. Mes parents n'avaient évidemment pas les moyens, donc j'ai fait un prêt étudiant. Ça faisait un peu flipper, je t'avoue. Je pense que c'est déjà quand t'as de l'éthique, ça c'est la base du journalisme, c'est-à-dire que tu ne relais pas des informations qui ne sont pas vérifiées ou qui ne sont pas sourcées. Ouais, c'est dans le travail de l'écriture en fait. Tu perdures pas dans un milieu aussi compliqué si t'as pas un minimum de skills. Donc Anne-Claire Coudray qui présente le JT de TF1, elle a eu les seins qui pointaient et après elle s'était excusée. Je me suis dit mais c'est quelque chose que je vis au quotidien parce que moi personnellement je ne porte pas de soutien-gorge parce que j'estime que j'en ai pas besoin et c'est un accessoire qui est tellement oppressant, c'est désagréable. Moi je mets au défi n'importe quel homme de porter un soutien-gorge ne serait-ce qu'une heure dans sa vie et ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'ai arrêté. Et en fait ce qui me dérange, la sexualisation de la femme quand elle n'en a pas envie. C'est-à-dire dans ma tenue de civile de tous les jours. Je ne vais pas mettre de soutien-gorge. Tu vas voir mes seins qui pointent. Si ça te dérange, moi ça me dérange que ça te dérange. Si ça te gêne, garde-le pour toi en fait. Moi c'est pas mon problème. Je m'en fiche que ça te gêne. Et viens pas me dire que je me sexualise parce que j'ai pas mis un soutien-gorge en fait. C'est Paqueta et Guimarães. Je pense que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux quand ils sont partis. C'est pas des blagues. Plus Paqueta même. Une attitude, une joie de vivre. Le mec il tapait des pas de danse. Et j'apprenais les pas de danse. Hein. Bon, c'était pas réussi. Mais il y avait un truc, tu vois, c'est un rayon de soleil. Je vais me marier avec lui, il le sait pas encore, on va faire des petits bébés qui dansent comme ça et tout. Et à chaque fois, mes potes à l'équipe, ils disaient mais t'es au courant qu'il a une femme et des enfants ? Laisse-le tranquille en fait. Salut à tous, bienvenue dans Football Business and Chill, le podcast qui vous parle des acteurs du football et de son industrie. Aujourd'hui encore, j'ai une superbe invitée, mais avant de vous en parler, pensez à activer la cloche et à vous abonner. Ça coûte pas grand-chose et ça donne beaucoup de force au podcast. Alors je compte sur vous. Ce soir, on reçoit Mademoiselle, qui est juste à côté de moi. Je vais te laisser te présenter pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas et à nous indiquer où est-ce qu'on est, puisque comme le podcast est aussi audio, faut que les gens chez eux puissent visualiser un petit peu l'endroit où on est. Ça marche. Moi, c'est Virginie Saint-Silly, je suis journaliste sportive à l'équipe et à Amazon Prime Video. Et là, on est chez moi, tranquille, en mode chill, tu vois, posé sur les transats parce que je suis fatiguée. Parce que tu bosses. Je te mens pas, je bosse en ce moment à Roland-Garros, je cours beaucoup. Donc ça m'arrangeait. Merci à toi d'avoir fait le déplacement. En plus, la terrasse, elle est agréable, non ? Ouais, il y a Franchement. des bons bouts, moi je kiffe. Petit vent sympa, c'est grave, petit ma cam. cadre sympa. Mais d'ailleurs, je te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'invitation. On va parler un petit peu de toute ton actu et de ton parcours jusqu'à Prime Video et le football que tu couvres aujourd'hui. Mais avant ça, on voudrait savoir justement la Virginie qui a grandi en Guadeloupe sur notre belle île, comment elle était. Comment elle était ? Je suis pas tellement différente, je pense. J'ai toujours eu la joie de vivre. J'ai toujours eu. Je pense que ça vient de l'éducation aussi. C'est une petite île, donc tout le monde se tutoie, tout le monde se connaît. C'est très petit, donc ouais, j'ai grandi comme ça en famille, entre amis, et je suis pareil, franchement, débrouillarde, Toute simplicité. simple, naturelle. Voilà. Et petite question que moi je me posais souvent quand j'étais en vacances, est-ce que quand on habite aux Antilles, genre on saigne la plage ou c'est comme nous les Parisiens à la Tour Eiffel, on y va une fois dans notre vie et c'est tout. Non, mais oui, bien sûr qu'on va à la plage, mais on n'y va pas autant que des touristes qui viennent en vacances, ça c'est sûr. Même moi, quand j'y retourne là en touriste, je suis à la plage tous les jours. Mais quand j'étais au lycée, non, c'était assez rare. Déjà, tu travailles en fait, tu vas à l'école. Donc le week-end, non, le week-end tu fais tes devoirs ou tu vas voir des potes, tu vas voir la famille. Mais j'allais pas tant que ça à la plage. Non, la plage c'était plus l'été, de temps en temps, mais c'était pas une habitude hyper régulière, non. Ok. Et du coup, quand tu fais ton cursus scolaire là-bas, à quel moment tu te dis tu veux être journaliste ? C'est arrivé très tôt. Je pense que j'étais au collège ou au lycée. Mais en fait, je connaissais pas vraiment le métier de journaliste. En vrai, je regardais la télé. Je voyais les émissions comme Star Academy, La Nouvelle Star, les émissions comme ça. The Voice. Et pour moi, la personne qui animait était journaliste. Je partais du principe que quand tu animes une émission à la télé, t'es journaliste.
Donc c'est en vieillissant que j'ai compris que pas du tout. C'était juste des animateurs qui n'avaient pas forcément fait de cursus journalistique ou qui n'avaient pas forcément la carte de presse. Mais moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Après, quand j'ai commencé les études et que j'ai vu que fallait bosser l'actualité politique, sociale, j'ai dit mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Mais bon, c'est ma mère qui m'a poussée en me disant. Toi, à la base, c'était en mode je veux kiffer derrière l'écran. Ouais, c'était ça, c'était animé, rigoler, tu sais, mon caractère, il est comme ça, je suis assez à l'aise, je suis quelqu'un de bon vivant, j'aime faire des blagues, j'aime mettre les gens à l'aise aussi. Donc pour moi, c'était plus ça que je voyais à l'écran et qui me ressemblait. Alors que le journalisme pur, faire du news, c'est très sérieux. C'est BFM TV, c'est le journal de TF1, c'est sérieux, tu fais pas de blagues. Ouais, c'est des recherches, Ouais, c'est de la c'est préparation. d'enquête, Ça, on va y venir juste après. Et du coup, tu as cette envie. Qu'est-ce qui fait que tu prends tes valises et que tu quittes la Guadeloupe pour venir en métropole et commencer tes études? Alors je sais qu'il y a ton cœur qui t'a motivé parce que tu étais toute seule à prendre l'avion. Non, mais en fait, en vrai, si j'ai pris l'avion seul parce qu'il est parti 1 an avant moi. Okay. Alors pour la petite histoire, en gros, quand tu grandis en Guadeloupe, ça a peut-être changé maintenant, mais à mon époque, c'était une logique naturelle d'aller faire ses études en métropole. Tu vois, donc je me suis jamais vraiment posé la question. Pour moi, j'allais partir faire mes études en France. Il y avait pas de est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie. Pour moi, c'était logique. Déjà parce que c'était un peu le schéma que mes parents avaient eu. Et puis, il n'y a pas toutes les filières en fait à la fac aux Antilles. Donc, journalisme, par exemple, à mon époque en tout cas, il n'y avait pas. Si tu voulais faire du journalisme, il fallait partir. Et pourquoi j'ai choisi Paris ? Là, c'est parce que j'étais en couple avec... j'étais amoureuse, quoi. Lui, il allait faire ses études à Paris. Tout le monde était amoureux, tout le monde a eu son adolescence. Non, mais lui, il est parti faire ses études à Paris. Et moi, quand j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. Donc, mes parents m'ont dit, t'es pas majeur, tu restes en Guadeloupe. Moi, j'étais dégoûtée. T'étais dans les temps de passage. Donc, j'ai attendu 1 an. J'ai fait 1 an à Fouillol, 1 an de licence de droit. Et ensuite, je suis partie. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit de toute façon, vous pouvez rien me dire. Donc je suis en règle, let's go. Donc je suis partie à ce moment-là. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu lui, je pense que dans tous les cas, je serais partie. Mais je serais plutôt allée à Lyon. Parce que toute ma famille maternelle est à Lyon, vit à Lyon. Je suis moitié lyonnaise, moitié guadeloupéenne. Donc la ville de Paris, je l'ai choisie pour ça. Je l'ai choisie aussi par ambition. Parce que quand tu veux être journaliste à l'échelle nationale, il faut t'installer dans la capitale. À 18-19 ans, tu avais déjà cette ambition ? Oui, franchement. Je faisais des études de droit, mais j'ai toujours voulu être journaliste quelque part dans ma tête. C'est juste que mes parents m'ont inculqué le fait de ne jamais abandonner ce que tu commences, de toujours terminer ce que tu commences. Donc j'avais commencé 1 année de droit à Fouillol, je suis venue, j'ai terminé mon année de droit, ma licence de droit à Paris. J'ai eu la mention d'ailleurs. Moi, quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. Mais je suis tout de suite retournée à mes amours une fois que j'ai eu ma licence en poche. Je me suis posée, j'ai dit, bon, tu veux faire quoi ? J'avais envie d'être journaliste, en fait. Donc, école de journalisme, très cher, c'est 6 000 € l'année. Mes parents n'avaient évidemment pas les moyens. Donc, j'ai fait un prêt étudiant que je devais rembourser. Et voilà, ça faisait un peu flipper, je t'avoue. Tu as 18 ans, tu vas faire un prêt étudiant. Non, j'avais plus 18 ans, du coup, j'avais 20 ans. Tu vas faire un prêt étudiant. Tu sais que tout de suite après tes études, il faut que tu commences à le rembourser. Bon, ça fait un peu flipper quand même. Mais surtout quand on te dit pendant ton cursus qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus dans ce métier-là. Donc t'es pas sûr d'avoir quelque chose derrière, tu vois. Comme les photos, on y reviendra après, mais c'est un peu le même délire. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait un prêt, mais sans garantie vraiment derrière, tu vois. Après, j'ai eu de la chance et j'ai provoqué aussi ma chance. Mais j'ai jamais vraiment galéré, tu vois. C'est ce que j'allais dire, c'est que déjà, effectivement, tu l'as dit, la chance, ça se provoque. 2, ça montrait aussi ta volonté de vouloir arriver et justement de te donner les moyens des ambitions qui étaient les tiennes à l'époque. Et c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de gens qui parfois s'endettent. Alors, moi, j'ai vu un reportage une fois à la télé, justement, il y avait ce sujet-là.
C'était aux États-Unis, je crois, où il y a beaucoup d'étudiants qui s'endettent justement pour faire leurs études. Aux États-Unis, c'est encore différent. Les études, elles coûtent, c'est pas 6 000 € l'année. Ouais, justement, c'est des gros montants. C'est 50 000, quelque chose comme ça. C'est des gros montants et les mecs, ils se retrouvent dans la merde juste pour faire leurs études, quoi. Nous, en France, c'est un peu différent. On a quand même pas mal d'écoles qui sont gratuites jusqu'à un certain niveau. Mais après, ça montre aussi les ambitions de chacun quand tu passes par ce type d'école. Ensuite, tu obtiens ton diplôme, j'imagine. Évidemment. La base. Non, mais évidemment, j'aurais pas arrêté sans l'avoir. J'ai eu mon diplôme. Après, donc ça, c'est de ma première école de journalisme. Il y avait pas mal de stages à faire pour valider. Donc ça, c'était cool. Ça te permettait de mettre un pied dans l'entreprise. Donc moi, j'ai privilégié l'étranger. Déjà parce que c'était compliqué de trouver des stages à Paris. Et parce que j'avais envie de voyager. Je suis passionnée par la culture étrangère. J'avais absolument envie de voyager. Donc j'ai fait Israël, Thaïlande, Miami. Là, t'as quel âge ? 34. Non, au moment des voyages. Ah, au moment des voyages, non, mais c'était entre 34. mes 20 et 23 ans, tu vois. Ok. Et à chaque fois, je voyageais toute seule. Fallait que je trouve mon logement là-bas toute c'est ça que je te seule. dis. Fallait que je sous-loue mon appart à Paris parce que mes parents n'avaient pas les moyens de toute façon. Donc, je ne pouvais pas garder ma location à Paris et payer une autre location à l'étranger. C'était pas possible. Donc, très débrouillarde, la petite Virginie Saint-Silly, la jeune dans sa vingtaine. Ouais, de ouf déjà. Et Ouais. avec ça t'en avais déjà conscience quand t'avais tes 23-24 ans. Ou est-ce que le recul, tu te dis quand même, franchement. Avec le recul, franchement, j'en parlais avec des potes j'ai dernièrement. été Je me chaude quand disais, même, waouh. tu vois. Ouais, on en parlait. Et je disais, waouh, ouais, c'est. Mais je me posais pas de questions. Voilà. J'avais envie d'un truc, je me donnais les moyens pour l'avoir. Donc, et à chaque fois, mes stages, très souvent, je suis partie au pied levé. Je suis partie, j'ai décroché le stage peut-être 2 semaines avant. Donc, le temps de m'organiser, de soulever mon appart, de trouver. Je suis arrivée en Thaïlande, à l'aéroport, sans logement sur place. Je me suis dit, de toute façon, freestyle, au pire, je vais à l'hôtel. C'est la base en Thaïlande. Mais non, mais attends, tu rigoles, t'as 20 ans, tu parles pas la langue. Les mecs, ils parlent à peine anglais. Toi, tu parles à peine anglais. Et t'as pas de logement. Ouais, non, mais et tu viens pour 3 mois. Tu viens pas genre pour 3 jours, tu vois. C'est vrai. Donc, mais ça je te rejoins. Enfin, je dis que c'est la base parce que moi, je l'ai fait. Tu vois, quand j'avais 20 ans. Ouais, mais c'est pas la base. Tu vois, on l'a fait et on est parti. On a resté là-bas 2 mois et pas de logement, un sac à dos. Et on s'est dit tranquille, ça va le faire, tu vois. Mais je trouve que c'est un pays où, enfin, moi perso, hein, et même je le percevais déjà quand on était en France avec les gens qui étaient partis, etc., que tout est très simple, tu sais. Il n'y a pas tant de procédures. Je trouve que tout est très simple là-bas, tu vois. Ouais, oui, si on veut. Après, moi, je me mets dans la peau d'une jeune fille de 20 ans qui arrive dans un pays étranger où elle connaît absolument personne, elle parle pas la langue. C'est peut-être pas pareil qu'un homme, tu vois. Ouais, on était plusieurs en plus, nous. Voilà, moi, j'étais vraiment toute seule solo. Donc, j'avais noté 2-3 adresses vite fait de résidences étudiantes que j'avais trouvées sur Google. C'était même pas des plans sûrs, tu vois. Attends, et je suis allée toquer. Mais là, tes parents, ils étaient pas en panique? Parce que moi, je me Mon père ne m'a pas adressé la parole de tout mon séjour en Thaïlande. Il n'était pas pour que je parte. Il avait absolument pas envie d'y aller, que j'y aille. Et lui, qui n'a jamais vraiment quitté la Guadeloupe, sauf pour ses études en France, mais là, ça fait des années qu'il n'a pas quitté la Guadeloupe. Pour lui, c'était inconcevable que sa fille de 20 ans parte dans un pays étranger comme ça, sans le sou. Parce qu'on n'est pas riche, encore une fois. C'est pas comme s'ils peuvent derrière m'assumer financièrement. C'était vraiment à moi de me débrouiller. Donc, il était complètement contre. Et j'y suis allée contre son avis, donc il ne m'a pas parlé pendant ces 3 mois-là. J'ai eu très peu de nouvelles. Il avait peur aussi de tout ce qui est trafic d'êtres humains. Enfin, tu sais, tout ce que t'entends. Voilà, il est loin. La Guadeloupe, c'est très loin. C'est petit. Ma mère, c'était un autre genre. Elle était très freestyle aussi, donc elle était plus à me pousser en mode. Vas-y, elle était excitée comme moi, en mode ah ouais, mais Thaïlande, mais trop bien, tu vois. Je pense qu'elle flippait au fond d'elle, mais elle me l'a jamais fait sentir. Parce elle m'a toujours poussée. Ouais, ça c'est cool. Elle m'a toujours poussée, elle m'a toujours dit écoute, tant que tu te donnes les moyens, moi je peux pas assumer financièrement. Si toi t'arrives à trouver des solutions de ton côté, bah moi je vois pas de raison de te dire non. Ma mère, c'était ça son état d'esprit. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ton père qui n'était pas d'accord, tu étais plus en mode je vais te montrer que tu avais tort, ou tu étais juste en mode je fais ce que j'ai à faire et tu verras que ça sera bénéfique? Moi, j'étais en mode, tu sais, les darons aux Antilles, ils parlent pas beaucoup. Hein. Donc moi, j'étais en mode je le laisse bouder et puis quand il aura fini de bouder, il reviendra. Tu vois, de toute façon, on va pas s'éviter à vie. Il y a un moment, on va se revoir.
Donc, a priori, ça devrait aller, quoi. Donc, non, mais puis j'avais le soutien de ma maman. Donc, oui, ça me rendait un peu triste quand même de pas avoir de nouvelles. Des fois, j'ai envoyé des messages, il répondait pas. Coucou, papa. Mais bon, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit, non. Et là-bas, pendant les 3 mois, tu te fais des potes, ça va, tu galères pas trop, l'ambiance c'est comment? Oui, bah, tu sais, c'est les jeunes, hein, on se fait toujours des potes. Surtout quand on est à l'étranger, les Français se regroupent entre eux, les Anglais entre eux, et ainsi de suite. Donc moi, j'étais dans une boîte, j'avais choisi... Alors, je privilégiais l'étranger, mais je privilégiais des boîtes françaises. Parce que c'est plus facile pour Ouais, bosser, pour la langue. t'es dépaysé, mais pas trop. Et si, t'es complètement dépaysé, mais c'est juste que t'as besoin de comprendre les tâches qui te sont demandées quand même, tu vois. Moi, j'avais besoin, je suis hyper perfectionniste dans le boulot, donc je partais pas pour apprendre une langue ou pour... Non, moi, je partais pour avoir de l'expérience dans le journalisme. Donc, je voulais vraiment pouvoir parler ma langue. Donc, du coup, les autres stagiaires ou les autres salariés, ils parlaient français aussi. Donc, oui, je me faisais des potes sur place. Et puis voilà, c'était... Je garde un très bon souvenir de tous les stages que j'ai fait. T'étais dans quelle ville en Thaïlande? J'étais à Bangkok, mais je suis allée à Kanchanaburi aussi. Je suis allée à Chiang Mai, dans le nord. Chiang Mai, Je c'est beau, hein. je suis allée dans le sud. Tout est beau en vrai, sauf Bangkok, c'est un peu sale quand même. Mais ouais, je suis allée dans le sud aussi. J'avais fait un article, c'était de la presse web. J'avais écrit un article sur un jeune, un jeune Français prometteur en boxe thaï. Je sais plus du tout c'était quoi son nom, Là-bas, la ça boxe thaï, commence c'est à c'est le dater. football d'ici. Mais ouais, c'était incroyable. Il m'envoyait un peu partout. Non, c'était... T'as kiffé. En termes d'expérience, c'était incroyable, c'était génial. Et quand tu termines, après, t'enchaînes sur quoi? Après, j'ai enchaîné. Alors, avant la Thaïlande, j'étais au Grand Journal. Mais à l'époque de Deniso, je précise parce que c'était vraiment la meilleure époque. Ton stage à Canal? C'était mon stage ouais, avec Michel Denisot. Ensuite, j'étais en Thaïlande. Et après, j'ai fait C'est à vous sur France 5, stage aussi, pendant 6 mois. Et après, j'ai commencé mon alternance à BFM TV sur 2 ans. Donc là, c'était une deuxième école de journalisme. Et après, je suis restée en CDI à BFM. Et tout s'est enchaîné, quoi. Ça, c'est ta vraie première grosse expérience. Ouais, ma vraie première grosse expérience, c'est BFM TV. Ouais. J'ai une question justement sur BFM. J'allais dire, nous, les gens qui ne sommes pas dans les médias, tu sais, souvent BFM ou d'autres grandes chaînes d'infos, on a tendance à dire ouais, mais c'est du buzz, les infos, ils en rajoutent, c'est bullshit, etc. Toi qui y as travaillé, dis-nous tout. Comment c'est le Alors, jeu je de vais pas l'info? vous dire tout. Vous traitez vos sujets, tu vois, où vous avez cette liberté, ou est-ce que c'est Paul qui te dit écoute, tu dis ça comme ça à ce moment-là? Non, Enfin, pas tu du vois. tout, pas du tout. En fait, il y a des chefs qui sont là pour choisir de quoi on va parler, de quel sujet on va traiter. Je te dis une bêtise, par exemple, je sais pas, il y a une expo littéraire, on envoie une caméra à l'expo avec un reporter. Il y a une manif, on envoie une équipe. Voilà, ils voient un peu les sujets d'actualité qui vont pouvoir être traités dans la journée et ils envoient des équipes. Maintenant, toi, quand tu es sur place, tu fais ton rôle de journaliste, c'est ton sujet, c'est ton reportage. Moi, on m'a jamais dit une seule fois, écris ça, dis ça, fais ça. C'est toujours moi qui écrivais ce que je racontais de A à Z. Donc non. Après, oui, il y a un peu de buzz, mais il faut savoir que ça reste une entreprise, que c'est... Moi, je suis arrivée en 2014 à BFM, c'était en plein essor. Ils étaient en plein essor, ils avaient un peu explosé avec l'affaire du Toulousain, là, c'était Mohamed Merah. Ouais, Mohamed Merah. C'était la première fois qu'il restait en direct toute la nuit, tu vois. Parce que BFM, c'est pas en direct 24 sur 24. Hein. Mais ça reste un business, ils ont besoin d'avoir du contenu toute la journée. Donc des fois, il y a des non-sujets. Il y a des sujets qui n'en sont pas vraiment, mais que tu vas traiter parce que tu as une case à remplir, tu as une grille à remplir. Bon, voilà, moi, je ne suis pas chef d'entreprise, donc, mais je sais en tout cas que j'avais complètement ma liberté d'écriture et Ouais, de parole. il n'y a pas que le côté faut du grain à moudre, il y a aussi de la compétence et des Oui, infos. puis nous, les journalistes, on a le droit de proposer des sujets aussi. Ça nous arrivait de proposer des trucs. Des fois, c'était accepté, donc voilà, tu as proposé ton sujet, tu vas le traiter. Et des fois, c'était pas accepté parce qu'il n'y a pas la place, parce que c'est pas pertinent, parce que voilà, pour X ou Y raison, tu vois. Et d'ailleurs, là-bas, tu as couvert des vrais trucs. De mémoire, Charlie Hebdo,
y étais, Ouais. si je me trompe pas. Mm. C'est quoi ton sentiment en tant que personne, tu vois, quand tu couvres ce genre d'événement, que tu es au cœur de l'actu pour le coup, et que c'est des trucs vraiment chauds, tu te dis, il faut que je reste ultra pro et concentré parce que je dois retranscrire de l'info. Comment tu fais pour que tes émotions perso, tu vois, ne te submergent pas pour rester pertinente à l'antenne? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je peux pas parler pour tout le monde parce que chaque personne est différente. Mais moi, je sais que Charlie Hebdo, je l'ai très très mal vécu. Puis c'était le premier, Gros truc. vrai acte de terrorisme ici. Et ça visait des journalistes. Donc moi, je l'ai très 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 mal vécu. Sur mes jours off, j'allais quand même à la rédaction, j'allais à BFM, je proposais tous les jours au chef, si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin de moi, parce que j'avais besoin d'être dans l'action. Je pouvais pas rester chez moi à rien faire. C'était ma façon à moi de vivre le truc. Après, j'ai beaucoup pleuré pour Charlie Hebdo. Là où c'est... Enfin, ouais, c'était vraiment... Le vrai choc que j'ai eu, c'était là. Après, j'ai fait le Bataclan et les attentats de Paris. Là, c'était différent, en fait. Quand je suis arrivée sur place, j'avais ma caméra et c'est comme si je m'étais détachée de moi-même. C'est-à-dire que là, c'était plus Virginie, c'était la journaliste qui était là. Et donc, du coup, j'étais très neutre, très... Je me suis détachée de moi-même. Et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont fait ça. Et il y avait des cellules psychologiques qui étaient mises en place à BFM pour si on voulait parler, si on voulait se confier, parce qu'il y avait des choses qu'on avait vues et entendues qui étaient assez choquantes. Et ouais, c'était compliqué. Je sais qu'il y a des journalistes qui ont arrêté le métier après avoir couvert ce type d'événement. Moi, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait l'attentat de Londres aussi, la voiture bélier. J'ai fait Manchester au concert d'Ariana Grande, je crois. J'en ai fait beaucoup. Et en fait, la tristesse de l'accumulation de ce genre d'événements, c'est qu'au final, ça ne me touchait même plus. C'est-à-dire que c'était devenu... En plus, tout s'était enchaîné sur une période. Donc... Puis t'avais pris peut-être une espèce de maturité à force de les Non, enchaîner, pas justement. du tout. Pas du tout, rien à C'est voir. juste le simple fait de te détacher. C'est le détachement total. Parce qu'en fait, quand tu racontes... En plus, c'est une chaîne en boucle. Donc, tu racontes les mêmes choses. Imagine, on te prend en direct sur un attentat de 6h du mat à 20h. Toutes les 30 minutes. Ton cerveau répète toutes les 30 minutes les choses horribles qu'il a vues. Moi, j'étais hyper détachée de ça. Mais sur le long terme, j'ai réalisé, parce qu'après, par la suite, sans rentrer dans les détails, mais comme ma mère est décédée, j'ai fait une thérapie et tout ça s'est ressorti en fait. Parce que, comme le thérapeute me disait, il n'y a rien de normal et de logique pour le cerveau de répéter la même info pendant 30 minutes. Ton cerveau même, il se dit, mais la personne, je suis en train de bugger ou qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis, il y a plein de fois où des fois tu perds tes mots au fur et à mesure de la journée, à force de répéter les mêmes choses. T'as beau les répéter, tu crois que tu vas plus les connaître. En fait, c'était de pire en pire. À la fin, ton cerveau, il est tellement court-circuité que tu t'es en roue libre, en fait. T'es en mode automatique, tu sais même plus ce que tu racontes. Et comment tu fais pour remettre ton cerveau à zéro, entre guillemets, et être fraîche le lendemain pour recouvrir autre chose? Bah, juste tu fais. T'avais une recette ou tu Non, dis y a c'est pas de charbon, recette. on y va, on s'adapte? Non, il n'y a pas de recette, c'est un état d'esprit, c'est un mood en fait. Comme je te dis, moi j'étais très détachée. Il y en a qui l'étaient moins et qui ont arrêté le métier à cause de ça. Moi j'arrivais à avoir ce détachement, mais je sais même pas si c'était positif pour moi, hein, quelque part, hein, parce que ça m'est remonté quelques années après, tu vois. Déjà pour le boulot, est-ce que factuellement t'avais l'impression d'être plus efficiente comme ça déjà? Tu sentais que dans ton job on disait ouais t'as bien couvert, c'était cool ou... Bah oui, mais après, ça va peut-être paraître compliqué ce que je vais dire pour les gens qui nous écoutent ou qui vont regarder cette vidéo, mais c'est beaucoup plus facile de couvrir un événement tragique parce qu'il se raconte tout seul, en fait. T'as pas besoin Un de événement broder. tragique, Il y a tellement de choses. ça se raconte tout seul. Donc il y a tellement d'images, il y a tellement d'émotions qu'en vrai, ça reste un exercice facile. C'est beaucoup plus facile de couvrir un attentat qu'une exposition littéraire. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Où là, il faut que... puis il se passe des trucs, t'as des news qui arrivent. Oui, à partir du moment où les etc. images peuvent raconter toutes seules ce que tu es en train de raconter, ça t'aide beaucoup. mais c'est beaucoup plus facile. Donc
Non, mais j'étais dans un mode charbon, j'étais jeune, j'avais envie, Ah, t'avais la j'avais envie niaque. d'en bouffer, Ouais, ouais, t'avais la niaque. j'avais la niaque, je me posais pas plus de questions que ça, j'y allais, quoi, tête baissée, tu vois. Du coup, ensuite, fin de l'aventure BFM. Là, tu te dis, j'ai besoin d'un break, justement. Peut-être aussi, c'est peut-être bien, tu te dis, je vais reposer mon cerveau. Ouais, c'est moi qui ai quitté BF. Bah, quand j'ai perdu ma mère, je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a fait tout remettre en question. Parce que je me suis demandé est-ce que j'aimais vraiment ce que je faisais, est-ce que j'aimais vraiment ce métier. La vie est courte, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie. Ça faisait 5 ans déjà que j'étais à BFM. Au final, j'ai pris la décision de quitter mon CDI. Et il y a une grosse période de doute. J'ai fait des choses que j'ai toujours eu envie de faire et pour lesquelles je n'avais pas forcément le temps. Je suis partie faire de l'humanitaire au Togo pendant 1 mois. Ça aussi, ça m'a remis les idées en place. Là, tu étais en mode One Life un peu. Non, j'étais pas en mode One Life. J'étais en mode questionnement, remise en question. Je voulais des réponses. Je voulais que ma vie ait un sens, en fait. Je cherchais un sens à ma vie. C'est très profond ce que je suis en train de raconter. Mais c'est vraiment ça. J'avais besoin de comprendre et de me sentir utile. Et j'avais vu tellement de choses négatives. Parce que mine de rien, dans le journalisme, on va rarement parler d'un train qui arrive à l'heure. Donc on parle beaucoup plus de choses négatives. Et l'accumulation, quand tu bosses... Moi j'ai toujours dit quand tu bosses dans une chaîne d'infos en continu, 1 an en chaîne d'infos en continu, c'est l'équivalent de 3 ans dans la vraie vie. Tellement c'est une machine à laver. Donc quand j'ai fait 5 ans, c'est comme si j'avais fait... C'est un ressenti... C'est 5 ans ressenti 15. Donc au bout d'un moment, j'avais envie de lâcher prise en fait. Et d'avoir un peu de positif aussi, tu vois, Ouais, d'avoir du sourire, d'avoir des choses agréables à raconter, quoi. Ouais, ça, c'est un côté qu'on voit peut-être pas dans le journalisme de news, comme tu dis. Un peu comme tu sais, comme les pompiers où on se dit, ah, c'est des super-héros, ils font un job, c'est super. Mais les mecs, ils bouffent des horreurs toute la journée, en fait. Et qu'ils doivent prendre sur eux et que c'est leur quotidien. Et c'est vrai que le fait, justement, de te reposer, c'était une manière aussi de faire un genre de reset, tu vois. Ouais, c'était ça. C'était un peu, ok, on remet les compteurs à zéro. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu penses de la vie? Qu'est-ce que tu penses des gens, de la société dans laquelle on vit? Qu'est-ce qui te ferait T'étais pas du plaisir? tout comme ça avant le décès Si, de ta j'ai toujours maman? été comme ça. J'ai toujours été hyper cérébrale. Peut-être un peu trop, je réfléchis Ça, beaucoup, on va en beaucoup. parler après, justement. Moi, j'ai besoin que tout ait un sens. S'il n'y a pas de sens, je vais vite être perdue et, ouais, et me remettre en question. Donc, Du coup, ce non. voyage-là, t'en reviens avec quoi comme expérience et comme vision de la vie, justement? Waouh! Bah, qu'on a tellement de faux problèmes qu'on s'invente, nous, les Occidentaux ou les pays riches. Parce que là-bas, c'est d'une simplicité. Et moi, je te dis, je suis quelqu'un de simple et de naturel, mais enfin, il n'y avait pas de toilette là-bas. C'est un trou, comme ça, au milieu du village. Il n'y avait pas de lumière le soir. Donc, on mangeait avec. Ils nous avaient dit d'emmener des lampes frontales pour manger le soir. Enfin, voilà quoi. Il y avait pas de. Enfin, j'avais un lit, mais c'était pas. T'as pas le confort T'as pas de qu'on a, confort. qu'on a Voilà, ici, t'as quoi. aucun confort. Et eux, ils ont rien. Et ils sourient. Ils sont heureux. Et moi, j'arrive, je suis en dépression, je viens de quitter BFM. Et en plus, j'étais fâchée parce que je trouvais qu'on me payait pas assez. Donc moi, j'arrive, je leur raconte ça. Les mecs, ils éclatent de rire. Ils disent, mais qu'est-ce que tu nous racontes On là? serait bien ici avec T'es en ça. bonne santé. T'as de l'argent. T'as de la nourriture dans ton assiette tous les jours. Qu'est-ce que tu te plains? Et au début, j'arrivais pas trop à l'entendre, tu sais, quand je venais d'arriver. Sauf que je suis restée 1 mois. Au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, ouais, T'as mais prendre en fait, ils conscience. ont grave raison. De quoi je me plains? Et je suis revenue, j'avais la patate, quoi. Je me suis dit, mais la vie, elle est trop courte. En fait, je me prends trop la tête. Ça, je pense, pour moi, hein, c'est un des problèmes de l'humain, mais on va en parler encore tout à l'heure. Et de deux choses, parce que je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, où tu as dit que c'était très simple. Moi, dans ce podcast, pardon, autant pour moi, pour mon allocution, je reçois que des gens que j'apprécie ou que j'aime bien ou que le courant passe. Tu vois, je le fais pas juste pour avoir des noms dans mon truc, je le fais vraiment avec des gens que j'apprécie. Et quand on a échangé, tu vois, et j'ai envoyé un message à Christina, que je remercie d'ailleurs pour la mise en relation. Bisous, Tina. Euh, et je lui dis, putain, c'est mortel, elle est comme nous, tu vois. Et je me suis dit, c'est trop stylé parce qu'effectivement, y a trop de gens, comme tu l'as dit, qui s'inventent des vies, des faux problèmes, qui jouent des rôles au quotidien, et peu importe leur job, tu vois. Et moi, quand je tombe sur des gens comme ça, je kiffe parce que moi, je le suis de nature.
Et je pense on est tous pareils et que la vie est courte et qu'il faut en profiter sans trop se prendre la tête. Donc quand j'ai ce type de discours, bah, je peux que valider, tu vois, parce que je l'acquiesce, je suis comme ça. Et par rapport à ton voyage au Togo, c'est tout con. Alors c'est peut-être pas le même niveau, mais moi avant quand j'étais petit, tu vois, je partais avec mes parents parce que ma mère avait les congés bonifiés. Donc je partais au pays tous les 3 ans. Et déjà à l'époque, quand moi j'allais en Guadeloupe pendant 2 mois, la différence qu'il y avait entre chez nous en métropole et les maisons en Guadeloupe, un truc tout con, quand je vais chez ma grand-mère ou chez ma tante, il n'y a pas de peinture à l'intérieur. Tu vois, c'est en béton partout, tu as la télé, le canapé. Eux, la peinture, c'était à l'époque superficielle, tu vois. Plein de petites choses comme ça. Et donc, c'est vrai que quand tu le remets en plus à l'échelle de l'Afrique, et que toi, parce que tu es dans les médias, tu es médiatisé, tu as un rôle Bah vraiment, oui. je dirais, qui est stylé en fait, tu vois, et que tu repartes, entre guillemets, faire une expérience comme ci, c'est sûr que ça te remet les idées en place. Ouais, et puis j'ai choisi une association locale parce que j'avais pas envie de donner de l'argent à des associations européennes qui très souvent gonflent leurs prix et profitent beaucoup de la pauvreté de l'Afrique pour nous mettre des prix indécents, soi-disant ils vont investir ça, ils vont investir ci. Moi j'ai contacté des associations locales, ils étaient choqués hein, parce qu'ils ont regardé mon Instagram, ils ont dit waouh, mais c'est la vraie Virginie Saint-Silly. Parce que nous- Mais oui, ils étaient choqués. Au final, ils étaient super contents. Ils m'ont dit pareil. Ils m'ont dit, mais en fait, tu te la racontes pas, t'es super simple, c'est génial. Enfin, c'était. Mais moi, je voulais vivre. Quand je vais à l'étranger, je veux vivre comme les gens qui vivent là-bas. comme les Je veux locaux. pas vivre comme une touriste, tu vois, ou comme quelqu'un qui a de l'argent. Moi, je voulais vraiment m'imprégner de leur quotidien et savoir ce que ça faisait d'être eux. Et j'ai donné des cours de français et de maths dans des écoles primaires et dans des collèges. Enfin, des écoles primaires et des collèges, non. Une dans la capitale et une école dans la capitale et une école au village. Et les gamins, sinon, ils étaient livrés à eux-mêmes, en fait. En plus, ils ont un petit niveau, hein, parce que moi, je leur donnais des cours, mais ils n'étaient pas, C'était pas ils largué. étaient pas largués, ils n'étaient pas nuls. Hein. Donc, ils se débrouillent, en fait. C'est la démerde, là-bas. Ils se démerdent. Et le matin, je leur donnais des cours, et l'après-midi, par contre, fallait qu'ils aillent au champ, fallait qu'ils aillent travailler dans les champs, quoi. Tu vois, qu'ils aillent labourer, faire les récoltes, etc. Mais... mais ouais, c'était. Moi, ça m'a permis d'être au plus près d'eux. Et après, de moi-même, je leur ai proposé de faire un reportage à l'association pour leur donner de la visibilité. Et je leur ai dit de bien donner mes coordonnées s'il y a des gens qui les contactent, parce qu'on a toujours peur des arnaques. Quand tu as des gens, surtout qu'avant de partir, ils te demandent une avance sur ce qu'ils te demandent pour le logement, pour les transports, etc. Donc, tu as toujours peur que ce soit une arnaque, tu vois. Et donc, du coup, je leur ai dit de donner mon contact. Et depuis, il y a plein de gens qui m'ont contacté parce que, bah, du coup, quand ils voient que c'est moi, ils disent, bah, moi, je vais pas leur mentir. Si c'est une arnaque, je vais leur dire, tu vois. Depuis, tu as été beaucoup sollicité par des assos ou ce genre de trucs. Non, 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 sollicité par des gens qui voulaient partir aussi et qui se demandaient est-ce que l'association était fiable ou pas. Parce Ok. qu'ils voyaient mon nom dans le... Ok, ouais, comme ça, tu étais devenu un petit peu la référente C'est ça. pour Et valider je le leur ai truc. fait un petit reportage, comme ça ils ont pu mettre sur leur site internet pour montrer ce qu'ils font, parce que eux ils investissent leur argent dans la construction des écoles, dans l'achat de fournitures scolaires. Moi j'ai distribué avec eux, on est allé acheter du matériel, on en a distribué dans les écoles, je suis allée dans des orphelinats aussi, juste pour être présente pour les enfants, qu'ils aient un peu de compagnie et puis leur donner des bonbons. Ouais, ils agissent vraiment. En fait, j'ai vu concrètement ce qu'ils faisaient, donc j'ai fait un petit reportage. Et comme ça leur permet de montrer aux gens leurs actions. Stylé, donc tu as mis ta patte en plus sur le long terme. Ouais, Parce que, bah, ils étaient choqués que je leur propose ça parce que, tu vois, de moi-même, c'est moi qui ai tout fait. Hein. J'ai tourné à l'iPhone, j'ai monté et j'ai fait les textes et tout. C'est un reportage sans voix, off. Je mettais pas ma voix dessus, mais je faisais le texte. Donc, et en fait, il est génial le reportage. Et eux, ils étaient trop contents. C'était professionnel, quoi. et c'est Donc ils fait avaient un taf c'est fait professionnel. par une pro, tu vois. Mais donc, oui, non, non, mais quand je suis partie, ils étaient tristes, j'étais triste, on était tous tristes. et- Parce que et j'ai eu des vrais bons liens. Je suis toujours en lien avec eux d'ailleurs, hein. De temps en temps, je prends des les mecs nouvelles. de l'association. Ouais. Ouais. Eux, ils vivent là-bas, donc... Et là, du coup, quand tu reviens du Togo, ensuite, tu fais quoi d'autre pendant ton année? Là, j'ai monté un petit média qui s'appelait... au début, ça s'appelait Sportif, mais pas que. Je voulais je voulais interviewer des sportifs, mais pas sur leur discipline. Je voulais montrer que les sportifs, c'était pas que des machines à médailles et que derrière, ils avaient des passions aussi. Donc, du coup, j'ai fait un vice-champion du monde d'apnée qui me racontait que lui, il se donnait
au niveau de l'écologie, il faisait des documentaires sur la pollution plastique dans les eaux profondes, dans les lacs. Il avait des très belles images d'ailleurs. Pour le coup, c'est son métier, donc c'était pratique pour lui. J'ai fait un escrimeur Enzo Lefort qui est passionné de photos urbaines un peu street, tu vois, la street photo, le street art. J'avais fait Wendy Renard aussi, c'était par rapport à son livre, elle avait sorti son livre, donc je voulais en parler avec elle. Et voilà, je voulais juste montrer que c'était pas que des machines à Déjà, médaille, quoi, déjà, tu vois. te dis, je vais te faire des trucs qui me plaisent. Ouais, j'avais envie de faire du positif et j'avais envie de faire de l'humain. Ok. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse. Et l'équipe, ils arrivent à quel moment? L'équipe, ils arrivent, donc j'ai quitté BFM en septembre 2019. J'avais envoyé des CV en décembre 2019, j'avais pas eu de réponse. Et l'équipe m'appelle en juin, il me passe un coup de fil, le Covid était passé par là, donc il y avait eu le confinement et tout. Et ils avaient créé une rubrique dans l'émission du soir qui s'appelle le JT Express. Et c'était un truc qu'ils avaient créé c'est une rubrique qu'ils avaient créée pendant le Covid, mais qu'ils avaient envie de pérenniser. Et ils se sont dit, si on veut pérenniser, il faut recruter des gens à ce poste-là. Et donc, le fait que moi, j'ai un profil beaucoup plus news, ça ne les a pas dérangés, au contraire, ça les a attirés, parce que pour présenter un JT, c'était plus pratique, quoi. Donc, ils m'ont contacté à ce moment-là, ils m'ont proposé ce projet-là, et moi, j'ai dit, allez, il y a là. Encore une fois, je voulais faire que du positif, donc c'était soit cinéma, soit musique, soit sport, mais que de l'info good vibe, tu vois. Là, tu étais en mode, je veux un job où je m'éclate. Ouais, où je m'éclate et où je suis avec des gens avec qui je m'éclate. Parce que là, j'étais arrivée à un stade où c'était hors de question que je me sente mal dans mon travail. Et l'humain avait pris une dimension particulièrement grande. Donc, c'était mes priorités, c'était ça. C'était bosser dans un environnement sain, avec des gens sains et professionnels. Et du coup, bingo. Et du coup, bingo. Ça s'est super bien passé. Alors, le début était un peu compliqué. Il fallait que je m'adapte parce que, encore une fois, les gens, quand ils te voient sur une chaîne foot, ils sont convaincus que, voilà, depuis que t'es né, t'es biberonné au foot. Non, en fait. J'ai dû apprendre, j'ai dû bosser parce que moi, je venais du news. Alors, oui, j'étais passionnée par l'Olympique lyonnais parce que je suis lyonnaise du côté de ma mère. Donc, les matchs de l'OL, je les regardais. J'ai 3 frères, ils sont à fond. Mais j'étais pas passionnée de foot. Donc ma culture foot, elle a commencé quand je suis arrivée à l'équipe. Je l'ai bossé. Et j'ai dû bosser 2-3 fois plus. D'ailleurs, sur ce que tu fais à l'équipe, tu traites tous les sports quasiment un petit peu. Ouais, le JT, c'est le récap de l'actualité sportive de la journée. Donc que ce soit les résultats ou les petites infos qui sont tombées. Mais bon, ça reste une chaîne foot. Hein. On le sait, c'est très axé foot. Moi, tu vois, les débats, c'est plus foot qu'autre chose. Ça. Donc ouais, je traite de tous les sports, mais c'est quand même spécialisé foot. Ouais. Ouais, je suis moi en tant que consommateur, je mets l'équipe, c'est pour voir si je tombe. Et tu sais, t'as toujours le petit menu défilant sur la gauche là. Ouais, le programme, quoi. Ouais, enfin, le sommaire. Et moi je regarde, tu vois, et je me cale sur les sujets qui vont être foot, par exemple. Et donc là, t'as trouvé ton job, c'est cool. Prime Video, ils te contactent à quel moment? Ils m'ont contacté ma première année, je crois, ou au début de la deuxième, je ne sais plus. Non, je crois que c'était la première année. Hein. Ils m'ont contacté parce qu'ils venaient d'acquérir les droits de Roland Garros. Donc ils m'ont contacté, ils m'ont repéré à l'équipe, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça m'intéressait. Donc moi, j'y suis allée. Hein. Franchement, j'y suis allée. Et ça s'est super bien passé. Et à la fin de cette saison de Roland Garros, ils ont appris qu'ils avaient remporté l'appel d'offres pour la Ligue 1. Donc, toutes les personnes avec qui ça s'était très bien passé à Roland-Garros, ils les ont gardées sur la Ligue 1. Et c'est comme ça que je suis passée de Roland à la Ligue 1. Et d'ailleurs, à chaque fois, j'ai recommencé Roland chaque saison. Je l'ai refait. Là, je suis en plein dedans. C'est la saison 3. Tu crois un petit peu à l'expression qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous? Ouais, il n'y a pas de hasard, c'est vrai. Que des rendez-vous. Alors, j'avais pas la suite, il n'y a que des rendez-vous, mais moi, je me suis toujours dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est écrit. Ah, écrit peut-être pas, parce qu'en vieillissant, je change d'avis. Mais bon, il n'y a pas de hasard en tout cas. Mais il y a un truc qui fait que même les choses négatives, elles t'arrivent pour une raison. Voilà.
Pour moi, il n'y a pas de hasard. Ouais, pour en tirer des leçons ou pour avancer. Ouais, ou parce que quand une porte se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre en fait. Donc moi, par exemple, avant d'arriver à BFM, TF1 m'avait dit non. Mais je savais pas que j'allais avoir BFM derrière. Je savais juste que TF1 m'avait dit non. Donc j'étais au bout de ma vie. Sauf que derrière, j'ai eu BFM et ça a été formidable. Ça a été une très belle aventure. Donc pour moi, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'y a pas, il y a pas de hasard. Si quelque chose n'est pas pour toi, c'est pas grave. C'est qu'il y a autre chose qui Autre chose t'attend. après. Et d'ailleurs, dans toutes ces expériences, c'est quoi? Tu as des anecdotes que tu as eu peut-être à l'équipe ou à Prime Video? Tu as des anecdotes un peu là, à nous partager, des trucs où vous avez des barres de rire en off, ou, tu vois, je sais pas, des choses que nous, on n'a peut-être pas vu à l'écran, ou tu vois? Non, là, comme ça, en plus, à chaque fois qu'on me pose ces questions-là, j'ai jamais d'idées qui me viennent. Et c'est Alors, une t'en fois as qu'on million. éteint les caméras et tout que je dis Ah, putain, je me rappelle. tiens, il y avait cette histoire. Non, j'en sais rien. Si, peut-être il y a une fois où j'ai raté le train, j'ai failli rater. Non, mais ça, c'est nul. En plus, je raconte ma life, ça va pas du tout. Non, franchement. Non, t'inquiète, on prend aussi là. Non, mais j'ai failli rater le coup d'envoi du match parce que j'ai raté le train. Non, mais non, des anecdotes, non. Non, pas particulièrement. Non. Mais le mood est bon en tout cas. Ouais, franchement, c'est des à bonnes l'équipe. équipes. Et c'est quoi les deux grandes différences qu'il y a en termes d'organisation peut-être entre l'équipe et Prime Video? Alors, l'équipe, c'est plateau. Je suis en plateau. Donc, du coup, c'est écriture, préparation de l'émission et ensuite émission. Donc là, on a vraiment une vie de rédaction où on bosse ensemble. Et Prime, on se voit que le week-end. On sait qu'on est tous sur tel match. On a la liste des gens qui bossent avec nous sur tel match du week-end. Et on se rejoint tous, on fait l'aller-retour dans la journée. Donc on prend le train le dimanche matin, on revient le dimanche soir. Donc on n'a pas de vie de rédaction ensemble. Et la différence en termes de taf, c'est que l'équipe, c'est du studio, c'est du plateau. Et Amazon, c'est du terrain. Tu préfères Donc, quoi? Enfin, si, je trouve que les sans, deux fa- sont... sans faire de choix, mais ta petite préférence. J'adore le terrain. Je pense que à chaque fois qu'on me pose la question, t'as pas envie d'avoir ton émission et tout, moi je dis toujours, ça viendra peut-être un jour si ça doit arriver, mais je suis pas pressée. J'aime vraiment énormément le terrain. J'aime être au contact Ça, des c'est gens. ce que je veux dire, c'est le côté t'aimes trop les gens. Ouais, j'aime être au contact des acteurs dont on parle en fait, tu vois, ça me... Et puis je commente aussi les matchs en bord terrain. Donc c'est un autre exercice qui est hyper intéressant. C'est... Ouais, tu te rends compte, quand t'es en plateau télé, tu parles de gens toute la semaine, tu les as jamais rencontrés. Là, moi, je les rencontre, les mecs dont je parle. C'est génial, franchement. Ça, c'est le feu. Bah oui. Parce que t'as tes sujets, t'as les acteurs, et toi, à la fin, tu poses des questions. Ouais, les deux sont hyper complémentaires. L'équipe et Prime, pour moi, c'est hyper complémentaire. Et ce que je fais à l'équipe m'aide sur les terrains et ce que je fais sur les terrains m'aide à l'équipe. Et sur ce que tu fais, justement, entre les terrains, le plateau, tout ce qui, justement, selon toi, avec tes mots, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon ou une bonne journaliste? Tu sais, à quel moment tu te dis, j'ai fait le job, ou ah là, j'étais un peu naze, tu vois? Je pense que c'est déjà quand tu as de l'éthique. Ça, c'est la base du journalisme. C'est-à-dire que tu ne relais pas des informations qui ne sont pas vérifiées ou qui ne sont pas sourcées. Ouais, c'est dans le travail de l'écriture, en fait. Moi, je pense que quand tu arrives à moi, j'ai 34 ans. Quand tu arrives à un certain âge et que tu as de la bouteille, si tu es encore là, c'est que tu es bon. C'est pas pour me la raconter, hein. C'est juste que bon, ben... Franchement, je voulais pas le dire, mais je trouve que tu te la racontes un peu. Non, mais... Non, je déconne. Mais- Tu perdures pas dans un milieu aussi compliqué si t'as pas un minimum de skills, on va dire. Et ouais, c'est... Ouais, bon journaliste éthique. Parce que si tu me parles dans les faits, dans l'écriture, je peux pas rentrer dans les détails de comment écrire un bon journal. Chacun écrit différemment. Non, c'est dans une grande ligne. Et puis les Donc, gens qui nous tu regardent ou vois. qui nous écoutent, c'est pas des spécialistes du journalisme. Là, l'idée, c'était vraiment de savoir un petit peu, justement. Bah pour moi, un bon journaliste, c'est ça. C'est quelqu'un qui vérifie systématiquement ses sources, qui a de l'éthique et qui essaie qui retransmet les faits comme ils sont, sans donner son avis, sans donner son point de vue. Voilà, pour moi, c'est ça un bon journaliste. Bien vu. On a ta def, en tout cas, du bon journaliste. Avant de passer justement sur le côté un petit peu plus footballistique de ce que tu fais sur Prime, je voulais revenir sur la polémique qui pour moi est complètement débile, qui n'avait pas lieu d'être d'ailleurs, sur Dis-moi. l'hypersexualisation des femmes où tu as tweeté et là, tout le monde était chaud sur ton Ouais, compte. ça a buzzé. Ça a buzzé un Bah, petit tu peu. parles de tétons, forcément, ça buzz. Hein. Tu vois
Donc ça, effectivement, c'est quelque chose. T'as employé des mots forts, mais tu voulais surtout donner ton point de vue et remettre beaucoup de gens à leur place. Ce qui s'est passé pour te faire la chronologie des faits, c'est que donc Anne-Claire Coudray qui présente le JT de TF1, elle a eu les seins qui pointaient. C'était il y a 10 ans. Hein. Et après, elle s'était excusée parce que ça avait choqué la société, etc. Et cette histoire-là est ressortie sur Twitter. Comment ça se fait que cette histoire elle ressort des années ça, j'en sais rien, mais c'est ressorti sur Twitter. Et en fait, j'ai lu les commentaires des gens et c'était tellement affligeant. Je me suis dit, et c'est quelque chose que je vis au quotidien parce que moi, personnellement, je ne porte pas de soutien-gorge parce que j'estime que j'en ai pas besoin. J'ai pas une forte poitrine. Il y a des femmes qui ont des fortes poitrines qui se sentent obligées d'en porter. Tu vois, pour la tenue, mais moi, j'estime que j'en ai pas besoin. Et c'est un accessoire qui est tellement oppressant, qui te laisse des marques dans le dos. C'est désagréable. Moi, je mets au défi n'importe quel homme de porter un soutien-gorge, ne serait-ce qu'une heure dans sa vie. Vous allez péter les plombs, les gars. Moi, je vous le dis. Donc, moi, au bout d'un moment, je le faisais parce que j'ai grandi avec cette idée qu'il faut porter des soutiens-gorge. Et ça fait au moins 5 ou 6 ans que j'ai arrêté. À partir du moment où j'ai décidé de me dire non, j'ai pas envie. Et en fait, ce qui me dérange, je vais apporter des précisions sur le propos parce que ce qui me dérange, c'est c'est la sexualisation de la femme quand elle n'en a pas envie. C'est-à-dire dans ma tenue de civile de tous les jours, je ne vais pas mettre de soutien-gorge. Tu vas voir mes seins qui pointent. Si ça te dérange, moi ça me dérange que ça te dérange parce que je vois pas en quoi ça te dérange. Il y a des gens qui ont réagi. Non, ouais. Non, mais parce qu'il y a des gens qui ont réagi, ils ont pris mes posts sur Instagram parce que je me mets des fois en maillot de bain, des fois des poses un peu sexy, qui disaient ouais, mais si tu veux pas qu'on te sexualise, commence par ne pas te sexualiser. Encore une fois, moi, je fais ce que je veux. C'est pas parce que vous me connaissez, que vous me voyez à la télé, que il faut que je fasse hyper gaffe. Il y a des gens qui font hyper gaffe, etc. Moi, je pars du principe que j'ai toujours fait ce que je voulais. Je reste pro dans mon taf. En dehors du taf, c'est la Virginie normale qui fait ce qu'elle veut. Maintenant, si j'ai envie d'être sexy, je vais en boîte de nuit, je mets un décolleté ou un haut transparent et que tu vois mes seins, je me sexualise moi-même. J'ai envie d'être sexy, j'ai envie peut-être de plaire, comme les hommes, des fois, ils ont envie de plaire. Voilà, ils se mettent mignons, beaux garçons. Voilà, t'as des phases comme ça, t'as des moments dans une journée où t'as peut-être envie d'être sexy, de te mettre en avant. Mais si t'en as pas envie, moi, c'est dans ce sens-là. C'est dans la vie de tous les jours ou au travail. Je porte pas de soutien-gorge. Tu vas voir mes seins qui pointent. Si ça te gêne, garde-le pour toi, en fait. Moi, c'est pas mon problème. Je m'en fiche que ça te gêne. Et viens pas me dire que je me sexualise parce que j'ai pas mis un soutien-gorge, en fait. Ça, d'ailleurs, le fait que tu aies eu cette réponse publique, entre guillemets, sur le sujet, ça t'a valu des remarques un petit peu au boulot ou à l'inverse, les mecs, ils étaient en mode non, t'as raison, fais-toi entendre. Ils m'ont tous dit que j'ai raison. Ouais, lourd. J'en ai pas discuté avec beaucoup, mais il y en a qui l'ont relevé. Et qui ont tous dit mais t'as grave raison, franchement on s'en fout. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, nous de l'extérieur, moi je suis pas un mec des médias, tu vois, de l'extérieur en fait, comme dans le foot et dans beaucoup de jobs, les gens font grave attention à leur image, tu vois. Et on peut se dire ah ouais mais pourquoi elle va se cramer à parler de ça, tu vois ce que je veux dire? Alors que ouais, c'est mais quand moi même je suis l'une des un sujet de fond où il y a beaucoup de femmes et depuis des années, t'as des nanas qui mettent plus de soutien et chacun est libre de son corps, tu vois. Moi je suis l'une des rares à assumer ce que je pense, à dire ce que je pense et voilà, à pas avoir ma langue dans ma poche et voilà, chacun est comme il est. Moi je pousse personne à dire ce qu'il pense, à pousser des coups de gueule. Il y a des gens discrets, ils le vivent très bien comme ça. Il y a des gens qui voilà, moi je cherche jamais le buzz. Moi s'il y a des sujets qui me font réagir, je vais réagir. Mais c'est pas une recherche de buzz, c'est juste que je réagis parce que j'ai envie de réagir, c'est tout. Et j'ai eu énormément de femmes qui m'ont remercié en me disant mais c'est très bien, vous êtes médiatisés, c'est formidable que vous portiez un message comme ça parce que c'est tellement important dans le... moi je trouve que c'est ultra intéressant dans le sens où peut-être que tout à l'heure on en parlera un petit peu plus, où on abordera le sujet, mais on est dans une société qui est hyper individualiste et le fait de parler et quand tu as la chance de pouvoir justement être médiatisé et d'avoir du poids quand même, pour beaucoup de gens, je pense que c'est super d'avoir des personnes qui se mouillent pour de nombreuses Françaises qui pensent la même chose que toi, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Mais je l'ai... Ouais, si, je l'ai fait un peu pour porter... En fait, je réfléchis pas sur le moment. Au moment où je dis... Fonctionne à l'instinct. Ouais, ça me fait réagir, je réagis. Je me dis pas, je vais porter un message pour toutes les femmes. Je dis, je donne mon point de vue.
Vous avez le droit de pas être d'accord, il y a pas de souci, mais c'est mon point de vue que Et il je y en a donne. beaucoup qui le partagent du coup. Et ensuite, ça a une résonance parce que je suis médiatisée, et tant mieux que ça ait une résonance. Mais le but premier, c'est pas d'avoir une résonance en fait. Ouais, c'était juste d'exprimer ton point de vue. C'est ça. Ok, très clair. Et pour revenir sur le sujet de Prime et du foot, j'avais une autre question. C'était finalement, c'est quoi ton rapport au foot? Parce que tu nous disais justement que toi, tu n'étais pas une spécialiste du foot de base, mais ça a été quoi, même plus précisément, ton premier rapport au foot? Les L'Olympique premiers Lyonnais. instants où, tu vois, où le foot, Depuis que je ça te bosse à parle. l'équipe, tu veux dire? Non, dans ta vie en général. Bah, tu vois. l'Olympique Lyonnais. Mes frères. Moi, je te dis. Ta famille qui vit à Lyon. Ma famille qui vit à Lyon, toute ma famille qui vit à Lyon du côté de ma mère, les cadeaux, les écharpes de l'OL, Et genre vers quel alors âge que j'ai rien Ton demandé. premier souvenir de foot dans ta tête, t'as quel âge? Ouah, je suis jeune, je dois être au primaire. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, mais mes deux frères sont plus grands. Donc eux, ils suivaient activement le foot. Et l'Olympique Lyonnais en Les joueurs de particulier. l'OL à l'époque que t'as en tête? Ah quand j'étais gamine, non. Bien sûr. Tu sais, je regardais le match. Tu sais, quand t'es petite, t'as 8 ans, tu vas pas t'amuser à retenir les noms des joueurs. Ouais, c'est Hein, Lyon. tu regardes juste le C'est match Lyon. Et quoi, du à coup, la bah, télé, tu vois. les premiers noms de joueurs que tu as retenus de l'OL, à partir du moment où tu étais vraiment en mode. Bah, ceux qui m'ont marqué, Juni, Réveillère, Lisandro Lopez, il y a eu la génération Benzema, Lacazette après avec Umtiti, Mais d'ailleurs, la génération dorée. permets-moi de te couper. Parce que comme je peux couper une journaliste pour une fois dans ma vie, tu vois, j'en Ouais, profiter. c'est pas très. Vas-y, allez. Allez, La j'accepte. Lacazette, je rebondis. Le fait qu'il a été co-meilleur buteur pendant très longtemps du championnat, le gars, il n'est pas nommé au trophée UNFP. Ça, pour toi, qu'est-ce que Bah, ça te choque? Ça te choque pas en tant que lyonnaise en plus? Alors, si tu prends le sportif pur, oui, c'est choquant. Et personne ne te dira le contraire. Lui et Alexis Sanchez, c'était complètement mérité qu'il soit dedans. Maintenant, le fonctionnement des trophées UNFP, les gens ne le connaissent pas forcément, toujours. Ce sont les joueurs qui votent. Les joueurs sont toujours beaucoup plus impressionnés par le PSG, il y a beaucoup de jeunes dans les effectifs. C'est le championnat de Ligue 1. Donc nous, on voit toujours Lyon, Paris, Marseille. Mais attends, t'as 3. T'as les petites équipes aussi, tu vois. Il y avait Ajaccio cette saison. T'as Angers, t'as Montpellier. Enfin, quand je dis petites équipes, ne le prenez pas mal, mais des équipes qui brillent moins, on va dire, qui jouent le milieu de tableau ou le bas de qui sur le tableau, qui papier jouent ont le pas maintien. les armes que les gros clubs ont. Voilà, et ces équipes-là, les effectifs de ces équipes-là sont peut-être plus impressionnés. Lacazette, ils le connaissent. En plus, ils l'ont connu à l'époque à Lyon. Il est parti à Arsenal. Il a un peu moins brillé en Angleterre. Il est revenu. C'est bon, on le connaît, tu vois. Là, les mecs, ils arrivent. Dis-toi que s'il y a Messi qui est nommé pour les meilleurs joueurs, c'est vraiment que les mecs sont impressionnés parce que cette saison, Messi, il n'a pas été incroyable. Ben, on est Qu'on d'accord. se le Enfin, dise. Il y a beaucoup de gens Voilà. qui méritaient. Oui, mais donc Messi, Neymar, c'est pour expliquer aux gens pourquoi les nommés sont nommés. C'est que ce sont les joueurs qui ont voté. Donc, Et dans les joueurs, c'est pas que les joueurs qu'on voit le 11 titulaire tous les week-ends. Hein. T'as les remplaçants aussi, t'as les mecs qui jouent t'as tous les jamais. effectifs, ouais. C'est les joueurs pros qui votent. Donc c'est comme Nuno Mendes qui a été élu, qui a remporté le trophée Meilleur espoir. du meilleur espoir. Bah, je suis désolée, il était quand même en face de Eli Wahi qui a claqué 17 buts, Ryan Cherki, Barcola. Moi, c'est des mecs qui m'impressionnent plus. Barcola, Barcola, tu te rends compte, moi, je suis Barcola, parisien, la pépite, mais Barcola, le chouchou. saison monstrueuse. Mais moi, c'est mon chouchou, Barcola. Il est... Saison Bon, monstrueuse. il est un peu timide quand je l'interviewe à la caméra, mais franchement, en fait, tout ça, c'est pour expliquer que si tu prends la logique sportive, oui, il y a des incohérences. Mais si tu prends la logique humaine, que ce sont les joueurs qui votent entre eux, Oui, de par le vote. bon, bah, et puis il y a des choses que nous, on voit pas forcément à l'écran, que eux, ils vont voir un petit dribble, un petit truc qui va les impressionner, et au moment de voter, ils vont se souvenir de ça. Ah, machin, il m'avait mis un petit pont, il machin, nanana, nanana. Ah, vas-y, je vote pour lui. Bon, ben voilà, tu peux pas maîtriser Ok, comment les gens... là, y- tu vois, du coup, j'ai tu la vois vie pro de la journaliste et aussi de la lyonnaise, parce que tu vois, quand tu vois la saison qu'il a faite. Ben, D'ailleurs, évidemment. Alexandre Lacazette, qui est l'invité du premier épisode, donc si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à aller regarder. Il y a l'épisode complet et il s'y livrait pas mal sur pas mal de choses, notamment sur ce rapport avec sa famille, la gestion de son argent, de ses business, de ses investissements.
c'est un podcast qui est plutôt cool à regarder. Mais effectivement, moi, ça m'avait choqué, tu vois. Et ça nous amène aussi sur un autre sujet qui finalement est totalement en lien avec Attends, ça. tu lui avais posé la question? Là, c'est complètement intéressé. Tu sais, c'est la professionnelle qui veut savoir. Tu lui as posé la question si ça le choquait de ne pas être nommé? Non, je vais pas poser parce que avant on en a discuté. Et si tu veux, on était tellement en mode... Il n'y a rien de logique dans le sens où trop souvent, c'est comme le Ballon d'Or. Messi, le Ballon d'Or qui remporte, je crois, c'est il y a 2 ans. Mais tout le monde se dit, mais on n'a pas compris. Tu vois. Donc du coup, on en a même pas reparlé pendant l'enregistrement. Mais ouais, c'est vrai que moi, je me dis, putain, franchement, il y a des trucs chelous en fait. Je comprends pas, des fois, les votes, c'est bizarre. Ouais, mais c'est. Tu vois, autant si l'entraîneur. t'étais un joueur sur un terrain, peut-être que t'aurais été plus impressionné par. Tu connais les ligaments croisés et tout ça. Bah voilà. J'étais censé y être. Voilà. Voilà. Attention. Mais c'est mon iPad qui est tombé. Vas-y, ramasse, t'inquiète. Mais du coup, effectivement, tu vois, il y a le côté fame qu'on voit pas, où effectivement, la plupart des joueurs de Ligue 1, finalement, ça reste des gens normaux. Là où tu vas avoir peut-être 15-20 stars, grand max, tout le reste de l'effectif reste des gens normaux. Et est-ce que justement, ce côté médiatique, sur-médiatisation de certains joueurs, ça influe aussi justement sur ses votes, mais dans la vie du joueur, ça joue aussi dans sa vie, tu vois? Bien sûr. Après, je dirais pas que ce sont des gens normaux, parce que depuis petit, ils sont dans une bulle, ils vivent dans un monde qui est parallèle. Très tôt, ils ont beaucoup d'argent quand ils réussissent à signer pro. Donc, même ceux qui ne sont pas starifiés, ils vivent pas dans la normalité. Alors, t'en as qui sont restés très simples, oui, mais faut pas oublier que même si tu gagnes, allez, en Ligue 2, ça doit être... Ligue 2, même en national, ça doit être autour... du 20 000. Je crois en Ligue 2, le salaire moyen, c'est autour de 30 000 euros, 30 ou 40 000 euros. Tu vois, déjà 30-40 000 euros, c'est déjà énorme en fait, pour le commun des mortels. Bah, nous, on va dire que c'est des pauvres, si on remet ça à l'échelle des footballeurs. Bah, si tu mets à l'échelle des footeux, eux, ils ont l'impression de pas gagner beaucoup d'argent, mais ça reste énorme. Quand t'as 20 ans, tu te rends compte, t'as 40 000 euros par mois. Donc faut pas oublier ça, tu vois. Faut pas oublier ça. Et moi, ce qui me dérange en fait dans le milieu du foot, c'est qu'on a l'aspect psychologique, il est un peu bafoué. On le prend pas assez en compte. On part du principe que les mecs, c'est des bêtes de taf qui doivent que courir derrière un ballon et ils sont suffisamment payés, ils n'ont pas le droit de se plaindre. Moi, je suis pas d'accord parce que mine de rien, encore une fois, même ce que j'évoquais, hein, le fait d'être balancé comme ça à 20 ans avec énormément d'argent sans avoir été formé ou initié ou sensibilisé, on t'a pas expliqué c'est quoi la vie en fait. Et t'es lâché comme ça. Donc oui, t'en as qui se retrouvent à faire un peu n'importe quoi. Tu vois, par exemple, un Momo Bayo à Lille qu'on a lâché comme ça au Lyon parce qu'il est allé en boîte à la veille d'un match contre le PSG. Il venait d'arriver à Lille pour un transfert de 15 millions, je crois, ou 17 millions, je sais plus, qui était quand même assez élevé parce que le mec, il venait de Clermont, qui était en Ligue 2, quoi. Enfin, qui venait de monter en Ligue 1. Et le mec, il a été lynché. Je disais, mais attendez. Et ils remettent pas son jeune âge vous dans le contexte. Vous vous rendez compte déjà, au-delà du jeune âge, t'as la pression de fou qui est sur ses épaules parce que le mec, on a mis je sais pas combien de millions sur sa tête pour qu'il vienne dans un des top clubs du championnat, que là, c'est Paris qui va jouer, etc. Peut-être que le mec, il était juste hyper stressé. Ou peut-être que c'est juste son jeune âge. Et voilà, il s'est peut-être dit, je vais sortir, mais pas longtemps, je vais gérer. Au final, il a rien géré du tout. On connaît tout ça, on l'a tous fait. Donc voilà, mais il y a des choses à pas oublier, ça reste des humains en fait. Donc ils font des erreurs aussi, et c'est pas parce qu'ils touchent 200 000 euros par mois qu'ils peuvent pas faire d'erreurs. Ce serait nous, on se tromperait nous de penser comme ça en fait, de penser que les mecs doivent être irréprochables et parfaits. Ça c'est vrai que c'est un petit peu la logique que tout le monde a quand tu es dans le monde entre guillemets normal hors du football, tu vois. Quand nous on parle avec des potes, on va dire mais un tel il joue pas, putain c'est dommage, il est sur le banc alors qu'il est meilleur que X. T'en as toujours un qui va dire vas-y, il gagne des millions, il est sur le banc, t'inquiète pas, regarde son compte en banque, il est content. Voilà. Et ce qui n'est pas faux dans notre logique à nous. Oui, et je sais même pas si dans la leur c'est vrai, parce qu'au bout d'un moment, quand tu es dans ce microcosme où tout le monde finalement a de l'argent c'est plus le sujet. Le sujet c'est de jouer. C'est pour ça que je te dis ce qui n'est pas faux quand les supporters disent ça, mais dans notre logique à nous, de gens normaux. C'est ça. Eux, dans leur logique à eux, s'ils veulent performer, en tout cas si c'est des compétiteurs,
l'argent rentre en compte, mais c'est pas le plus important. Oui, après, c'est Le le plus boulot, important, c'est c'est le le temps de terrain, jeu, c'est jouer, c'est, bien évidemment. Mais je pense qu'il c'est y a aller beaucoup de dans un choses, et top c'est tout club. le sujet du podcast, et tous ceux qui nous écoutent ou qui le suivent le verront dans les épisodes qui arrivent, parce qu'il y a pas mal de sujets intéressants qu'on va traiter, notamment la gestion de leur argent. Il y a un sujet dont on ne parle pas beaucoup, et tu l'as évoqué très rapidement, c'est la dépression dans le foot. Il y en a beaucoup. Sur le prochain invité, je ne vais pas m'auto-spoiler, mais on va beaucoup en parler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, c'est pour ça que je fais aussi ce podcast. Il y a beaucoup de choses dans le foot qu'on ne voit pas. Et finalement, ouais, les mecs sont idolâtrés, tout le monde pense qu'il y a les strass et les paillettes. Mais à côté de ça, tu as beaucoup de stress, beaucoup de pression. Mais oui, les mecs, tu te rends compte, depuis petit, on leur dit qu'il faut qu'ils écrasent la concurrence et qu'il n'y a que eux qui comptent. Donc évidemment, ils grandissent en étant hyper égocentriques. Après, tu peux pas leur reprocher à 25-30 ans d'être des personnes égocentriques. On les a formés à l'être. On leur a dit depuis petit, si c'est pas toi, ce sera un autre. Il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois plus fort, il n'y a rien d'autre qui compte. Et puis les clubs les chouchoutent. Parce que quand tu payes un joueur, c'est pour qu'il soit efficace sur le terrain. Donc ils vont te faire croire que tu es de l'or, que ton corps c'est de l'or, que voilà, tu vas être traité comme un roi. Tu es traité comme un roi depuis que tu as 12 ans. Non, 12 ans c'est peut-être un peu jeune. Depuis que tu as 16 ans, on te chouchoute comme ça, on te dit tous les jours que tu es le meilleur, tes machins, tes trucs. T'es obligé de vriller à un moment, ou en tout cas de le penser. Et ensuite, du jour au lendemain, il y a des clubs qui peuvent ils te mettent à côté et tu deviens une merde. Donc tu passes d'un roi à une merde. Mais on t'a pas préparé. Et puis il n'y a pas d'entre-deux en fait. On t'a pas préparé. T'es bon, t'es roi, Exactement. t'es pas bon, ça t'es pas bon, t'es une merde. Et dans la presse, c'est pareil. Hein. T'as des joueurs, surtout les joueurs talentueux. Tu vas avoir des très bons papiers sur eux, comme tu vas avoir des articles qui vont les défoncer s'ils font des contre-performances. Donc, psychologiquement, on minimise trop l'impact. Après, c'est toute une industrie, et je pense que quand on n'est pas dedans, et encore une fois, c'est pour ça que sur le podcast, on va traiter pas mal de choses qui vont dans ce sens, c'est que les gens n'ont pas idée de tout le côté off des enjeux, de ce qui se passe, etc. Et que quelqu'un que tu penses qu'il est super heureux, comme tu l'as dit, avoir de l'argent, c'est pas une fin en soi, et les mecs, ça reste des humains. Tu as des sentiments, tu as un cerveau qui fonctionne. Parfois, tu as des problèmes privés, de famille. Et ça, Virginie, quand tu es au bord des terrains, tu le ressens plus ou moins, ceux qui ont plus ou moins de pression, ceux qui ont plus ou moins d'expérience, tu sais, quand ils sont à ton micro, ou tu vois. Oui, tu vois, ceux qui sont en confiance, qui ont l'habitude de parler. T'en as qui sont rodés à l'exercice. Après, il n'y a pas beaucoup de média training dans les clubs. T'en as qui le font de leur côté avec leur agent. Mais il n'y a pas tant que ça, quand je discute avec les footeux, il n'y en a pas tant que ça qui font du média training, alors que c'est hyper important. Parce que du coup, ils ont peur des journalistes, parce qu'ils ont peur de dire le mot de travers ou de dire ce qu'il ne faut pas. Et moi, j'ai beau leur expliquer, mais les gars, moi, je suis pas là je suis de votre côté, en fait. Je suis pas là pour vous détruire ou pour vous rabaisser. Mais quand tu maîtrises pas un exercice, c'est pas évident, tu vois. Donc, t'en as qui ont vachement l'expérience et qui ont l'habitude, puis t'en as qui ont un petit peu plus peur. Mais franchement, j'ai pas eu de catastrophe à mon micro, globalement. J'ai eu un joueur qui n'argumentait pas, on va dire, il me répondait 2 mots à chaque fois. J'ai dit, bon, là, il va falloir que tu me détailles un petit peu, s'il te plaît, parce que... Mais sinon, en général, ils s'en sortent plutôt bien. C'est pas un exercice facile, de parler à la caméra, de savoir qu'il y a potentiellement des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui vont soit l'écouter en direct, ou soit regarder en replay, ou soit... parce qu'avec les réseaux sociaux, maintenant, ça va vite. Donc, tu sais que ton mot de travers, il va peut-être être revu je sais pas combien de fois. Tu flippes un peu, quoi. Tu vois, c'est un peu paradoxal, parce que cette génération-là, justement, pour les joueurs qui sont, ou les joueurs qui jouent actuellement, tu en as beaucoup, une grande majorité qui sont sur leur réseau, qui communiquent beaucoup, et pour autant, ils sont pas super tous à l'aise devant la caméra, tu vois. Ouais, mais c'est pas un exercice naturel de parler à une caméra. Tu vois, c'est quelque chose de... l'être humain n'est pas fait pour parler à une caméra. Tu vois, t'es là pour parler avec des humains. Donc, quand tu sais que t'es filmé... On va couper les micros, on coupe la caméra, on discute entre nous. Tu t'en fous de fourcher sur un mot, de dire une bêtise, de dire un truc, c'est entre nous. Mais quand tu sais que c'est filmé et qu'il y a des gens que tu connais même pas qui vont te juger sur ce que t'as dit, ça prend une autre dimension, tu vois. T'as peut-être pas envie, en fait. Donc, c'est pas un exercice hyper naturel. Moi, je comprends les mecs qui peuvent avoir un peu de pression, les petits jeunes qui démarrent, ou même ceux qui sont pas starifiés, tu vois, qui sont un peu dans leur coin et tout. Bon,
t'arrives, tu sais pas qu'est-ce que le journaliste ou la journaliste va te demander. Tu crois qu'ils sont un peu en mode bon, je sais pas quel saut je vais te manger là, ou tu sais, Mais quand bien t'arrives avec sûr. le micro? Mais évidemment, mais évidemment. Mais après, encore une fois, t'en as qui sont un peu rodés ou t'en as qui vont demander des conseils avant le match. S'ils savent qu'ils vont être interviewés, ils vont demander des conseils aux chargés de com du club, C'est la ce question genre que de choses, tu vois. je te recoupe une deuxième fois, peut-être une troisième d'ailleurs. C'est la question que C'est pas j'allais très te poli. Hein. Je suis vraiment désolé. C'est la question que j'allais te poser. D'ailleurs, vous savez avant qui vous allez avoir en fin de match, ou est-ce Non. que Fin de match, non. qui On sait décide avant d'ailleurs qui de la ont. liste des joueurs ou des gars qui vont passer Ben, en avant-match, nous, on a une émission qu'on prépare. C'est 20 minutes avant le coup d'envoi. Donc, en fonction de ce qu'on a prévu dans l'émission, on fait des demandes de tel joueur ou du coach. Donc, en avant-match, en général, on sait qui on va avoir. Par contre, à la mi-temps et à la fin du match, c'est en fonction de la physionomie du match. Des acteurs qui ont pesé, un mec qui a fait 2 passes D, ben, hop, on va le demander. Ou un mec ou le seul buteur, ou qui a mis un triplé. ça, vous demandez C'est en fonction de la physionomie du match. vous C'est demandez sur une à- application. C'est une application qui est en lien. Les clubs sont connectés sur l'application. Le diffuseur est connecté. La ligue aussi. Et du coup, c'est les 3 acteurs majeurs dans un week-end de football. Et du coup, nous, on fait des demandes. Et il y a une case oui, non. Et le club, il dit oui, non. en instantané. Ouais. Ok, c'est pas genre tu chopes le mec de la com, tu dis Non, pas appelle-moi du la tout. casette là-bas là. À l'époque, ça devait se faire Ok, comme c'est ça, pour quand ça que les je te demande smartphones ça. n'existaient pas. Ok. C'était sûrement à la volée. Stylé. Mais là, maintenant, c'est sur l'application. Avant même que l'arbitre siffle à mi-temps, je sais déjà qui viendra Donc à là, mon tu micro. dis à Cherki, Potentiellement. Potentiellement. Parce que des fois ils peuvent changer aussi, d'avis. c'est pas qu'ils peuvent changer d'avis, c'est que la com peut te dire oui, mais le joueur a pas du tout envie. Ok. T'es à la mi-temps, tu perds 3-0. Et le mec de la com, il vient te voir, t'as pas envie de parler, tu T'as rentres pas- au vestiaire, tu ouais. le calcules pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il nous envoie le capitaine, parce que le capitaine, il a pas le choix, il est obligé, tu Ouais. vois. Si aucun joueur veut parler, c'est le capitaine qui vient parler. Donc du coup, c'est comme ça que ça fonctionne, ouais. Ok. Et je te citais, on parlait de la casette justement pour les trophées NFP. C'est quoi parce qu'on sait beaucoup que là, tu as des chaussons. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Sinon, si tu peux nous faire un zoom sur ces super chaussons, tu vois. Parce que elle nous reçoit chez elle et on est en mode cool. Donc, C'était pas prévu, hein. Franchement, c'est mes chaussons de tous les jours. tranquille, C'est comme ça que je reçois les on gens. est dans la vraie vie, donc merci. On sait que tu es à fond sur tes nanas de l'OL en fait. Donc explique-nous un petit peu d'où ça vient tout ça. Comme j'ai dit, depuis petite, toute ma famille est lyonnaise, donc du côté de ma mère, on parlait que de ça. Ça parlait foot. Encore une fois, j'ai grandi qu'avec des garçons, donc le foot était omniprésent, mais surtout l'Olympique Lyonnais. Et au fur et à mesure des années, moi, je regardais pas nécessairement le foot, sauf la Coupe du Monde ou l'Euro, mais l'Olympique Lyonnais, je regardais, tu vois. Donc c'est vraiment de là que c'est venu. Et maintenant que je suis à l'équipe, ça a pris encore plus d'ampleur. Et sur les. Alors, tu nous as parlé de Barcola. C'est qui tes 3 chouchous de l'OL actuellement? Vas-y, 4 si tu veux, je te fais kiffer. Non, mais c'est compliqué parce que il y avait Malo. Vas-y, cinq. Malo, c'était mon chouchou. Il m'a brisé le cœur en partant à Chelsea. Bon, il est prêté jusqu'à la fin de saison, mais ça y est, il s'en va. Donc moi, c'était Malo. Le Penant, j'ai beaucoup aimé. Il venait de Caen, tout jeune. Il est arrivé avec une bonne mentalité. Il est tout de suite rentré dans le groupe. Il s'est intégré. C'est un petit peu plus compliqué pour lui pour la fin de saison, mais j'aime la mentalité de ce joueur. J'aime les jeunes. Hein. Loukeba, pépite. Loukeba, j'adore. Je vais pas dire Lacazette, gna gna gna. En fait, c'est trop logique. Nous, on veut ton non, ressenti pour tes chouchous. Mes chouchous, parce que moi, forcément, les petits, je préfère les petits parce que voilà, ils ont la vie devant eux, ils vont être formés, ils vont apprendre plein de choses, ils ont plein de choses à découvrir. C'est intéressant, en fait, de discuter avec eux. Et les vieux briscards aussi, hein, c'est l'expérience, c'est la maturité. Mais le terme de chouchou, ce serait pas pour eux, ce serait plus pour les petits, tu vois. Pour moi, c'est les petits. C'est, comme j'ai dit, c'est Loukeba, c'est Malo, Le Penant. Maxence Cacré, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Et Bradley, je l'ai déjà dit. Bradley, c'est la révélation. Il me régale, ce petit. Grosse saison. Moi, régale. Je vais être franc avec toi. Quand je regarde les matchs de l'OL, plus maintenant, parce que depuis
la régularité qu'il a eue, les matchs et les perfs qu'il a fait, on a tous compris qu'il avait plus que le niveau de la Ligue 1. Mais les premiers matchs, je me rappelle où je l'ai vu, je l'ai trouvé archi frêle. Et je me dis, mais lui, comment c'est possible? Il est défenseur, il va se faire tuer sur le terrain. Et en fait, il est tellement vif, il arrive à être dur sur l'homme, à être solide, alors que quand tu le vois, tu sais, il n'a pas une carrure, c'est pas un déménageur, quoi. Mais il lit bien le jeu, il accélère vite. Donc il a pas beaucoup de contact quand tu regardes son jeu, parce que il anticipe bien et puis il accélère fort. Donc non, franchement, Après, très très bon mes joueur. 2 vrais chouchous. Ah, du coup, tu nous as menti là. Non, là c'était mes chouchous de cette saison. Ok. Mes 2 vrais Les chouchous, historiques. ils sont partis. Non, pas historiques. Comment tu les qualifies? Chouchou historique, Benzema, voilà, fin Fin du game. Il y en a GOAT. qu'un. Il y en a qu'un, c'est lui. Lui, il a Non, fait- Juni lui- aussi. Lui, il a fini le jeu. Juni, KB. Voilà, c'est mes 2 chouchous historiques. Non, mes 2 vrais chouchous où j'ai encore du mal à m'en remettre. Franchement, quand je les vois ou quand on m'en parle, j'ai un pincement au cœur. C'est Paqueta et Guimarães. En fait, je pense que j'ai vraiment eu les larmes aux yeux quand ils sont partis. Ah ouais, Plus c'est pas là. Paqueta même. J'ai vraiment eu. Et c'est pas des blagues. Je continue à les suivre et tout. Bah, je... Paqueta pépite. Hein. On va pas se mentir. Mais c'est même pas pépite, c'est génie. Ce mec, il a, au-delà du foot et de son génie technique, il a une attitude, une joie de vivre. Le mec, il tapait des pas de danse. Et j'apprenais les pas de danse. Hein. Bon, c'était pas réussi. Mais il y avait un truc, tu vois. Il y avait de l'envie. J'étais là, je me disais, mais tu sais, il est là, il sourit. Non, il est la patte brésilienne, il est quoi, tu rayonnant. vois. Il était... C'est un rayon de soleil. Ouais. Et ce mec-là, qu'il soit dans mon équipe, mais j'étais tellement refaite, j'étais amoureuse. Disant, je vais me marier avec lui, il le sait pas encore, on va faire des petits bébés qui dansent comme ça et tout. Et à chaque fois, mes potes à l'équipe, ils disaient, mais t'es au courant qu'il a une femme et des enfants? Laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, en fait. Je disais, mais oui, mais en vrai, je le trouve, il est même pas beau, je m'en fous, tu vois. C'est tellement une personne, il a l'air tellement agréable. T'as envie de le connaître, d'être pote avec lui, tu vois. Ouais, non, il était... Et surtout sur le terrain, il était fair play. Tu sais, il était grave Mais fair play, la bonne attitude. Il était parfait. Mais venez, on parle pas de ça. Viens, on parle Mais pas de en ça. revanche, moi, je te le dis, parce que moi, je suis parisien, je suis pas lyonnais, mais je suis beaucoup l'Olympique lyonnais. Moi, j'ai pas compris, même si on sait que c'est un choix financier pour le club et ça a sûrement aidé l'OL pour ses finances, mais tu vas partir à West Ham. Je préfère jouer à Lyon que après, c'est que mon avis. Ouais, mais tu je pense vois. qu'il y a un mélange de plein de choses. Il y a un mélange d'ambiance qui devenait bizarre au club. C'était en plein dans le changement de propriétaire, le manque de résultats, le mec au bout d'un moment, tu vois, il a envie peut-être de voir autre chose. Il y avait un mélange d'ambiance bizarre, il y avait un mélange de... Lui, la première ligue, de toute façon, tu peux pas vraiment lutter. Hein. Les salaires là-bas, ils sont mirobolants. Et t'avais un mélange de... le club a besoin de... C'est une vraie valeur financière, Paqueta. Le club avait besoin de rentrer d'argent. Voilà, tu le vends, c'est tout. À partir du moment où tout le monde est d'accord, il part. Mais ça m'a brisé le cœur. Ah ouais, à ce point-là. Mais vraiment. Je m'en suis pas remis, mais jusqu'à maintenant, on m'envoie des vidéos de lui à chaque fois qu'il fait des petits coups de génie à West Ham et tout. À Londres, t'es déjà parti à West Ham voir un match? Non. Non. Jamais en première ligue, jamais. Mais jamais nulle part en fait. J'ai fait que la Ligue 1 pour l'instant. Ouais. Moi, j'ai fait. Si, j'ai fait le championnat turc, mais enfin bon, c'est pas. Ouais, J'allais voir un pote qui joue à Kassim Passa. Donc c'était pas le match du siècle. T'auras le temps de voyager, mais l'ambiance en première ligue, c'est quelque chose. Oui, mais même la culture du même foot. Dans le championnat de façon portugais, générale. italien, espagnol. Moi, j'ai envie de vivre tout ça. Et je le vivrai, c'est sûr. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté financier, effectivement, ça a arrangé le club. Et au moment où c'était de la cession des actionnaires, là, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il partait. C'était quoi ton sentiment? J'étais là au moment où il a annoncé ou au moment de l'hommage là samedi. Les deux, en toute façon. Le moment au moment où il a annoncé, je t'avoue que on commençait à se dire que c'est bon, il a fait son temps, il s'est un peu mis en retrait, faut peut-être laisser place à autre chose. Est-ce que ce sera meilleur, est-ce que ce sera moins bien, est-ce que ce sera moins bien, on ne sait pas. De toute façon, faut faire quelque chose de différent. Donc ça m'a fait un pincement au cœur, mais pour moi, c'était pas forcément une chose négative, son départ. Maintenant, quand ça s'est matérialisé, moi j'étais au match samedi pour la cérémonie d'hommage. J'ai eu la chance, l'honneur même, de l'avoir à mon micro. Là, c'était la petite fille qui... Il n'y avait plus de journaliste, là c'était la petite lyonnaise. Ça t'arrive quand même de temps en temps. Ah, là, j'étais... Waouh! Quel homme, quelle carrière, quel parcours,
quel président! C'est incroyable tout ce qu'il a fait pour Lyon, pour le foot français. Bah, il a pris l'OL en 87, je suis né en 88, tu vois. Je suis né avec Aulas, moi. Donc, T'as grandi avec? j'ai grandi avec, j'ai connu que lui. Et quel personnage, tu vois. Donc ouais, là j'ai eu la petite poussière dans l'œil quand même. Putain, c'est un monument qui s'en va. Il a fait beaucoup pour le club. Ouais, puis c'est une page qui se tourne, tu sais, c'est une nouvelle ère, tu sais pas ce que ça va donner, tu sais toujours ce que tu perds, tu sais pas ce que tu as derrière. Mais la chance qu'il a, enfin, c'est les gens comme lui, c'est que c'est des mecs, ils ont marqué l'histoire du foot, ils ont marqué leur ville, marqué le club. Et, et moi, tu vois, au-delà du football, c'est un mec que j'estime pour son côté entrepreneur de haut vol. Ah, ça. Le mec, si tu veux, c'est le chef d'entreprise que tout le monde aimerait avoir comme associé. Mais il Tu est vois. pas comme les autres en plus, tu vois, c'est le mec qui était il était à fond sur Twitter, alors que franchement dans la bien-pensance, dans le milieu du foot, t'as aucun président de club qui tweet. Mais- Lui, il tweetait, il disait tout ce qu'il pensait. En fait, moi, j'aime les gens qui disent. Il est pas fake. Voilà, il est authentique, ce mec. Tu peux lui reprocher ce que tu veux, mais il est authentique. Il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Il y a deux choses. Il y a ça, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il pense, mais c'était l'un des premiers présidents très agile avec les médias. Tu vois, c'est un mec, il est ultra à l'aise. Ouais, mais encore Il une fois, sait c'est où parce il qu'il veut s'en aller. fout. Il dit ce qu'il pense. Maintenant, toi, tu t'es pas content ou tu le prends mal ou tu fais un article, un mauvais article. C'est pas son problème. Mais ouais, en tout cas, moi, tu vois, vraiment, au-delà du foot, en tant que businessman, tout ce qu'il a fait, c'est incroyable. Parce que je m'intéresse déjà au foot, forcément, mais encore plus à tout ce qui est culture d'entreprise, etc. Mais les emplois qu'il a créés avec le parc OL, tous les logements qui vont encore arriver, qui sont en train de se construire, etc. C'est juste que gigantesque. Et ça va au-delà du football, la portée et l'impact qu'il aura eu sur la ville, tu vois. Et c'est là où c'est lourd, dans le sens où tout ce qu'il a fait, ça a toujours été des réussites, tu vois. Il n'a pas d'échec à son actif, et c'est ce qui est lourd. Mais même si, bah si, échec, on n'a pas de Coupe d'Europe depuis je sais pas combien de temps, ça reste un échec. Hein. Oui, échec sportif. Ouais, échec sportif. Mais Il part sur un financièrement, échec. Il part quand même sur un échec sportif. Mais après, même dans l'échec, on s'en fiche. Vraiment, c'est secondaire parce que ce mec-là, encore une fois, dans un milieu aseptisé où tout le monde est fake, quand t'as une personne qui est naturelle, elle sort du lot. Et tu peux pas lui enlever ça, en fait. Il porte ses coronesses, tu vois. Il va au bout de ses idées, il va au bout de ses projets. Il défend ses supporters, il défend son club, il défend ses idées. non, il vit le club, ou vivait, parce qu'il est le président, mais avec ses tripes. Et ça, Oui, il va continuer à le que vivre, tu l'aimes t'inquiète ou pas. que tu l'aimes pas, tu le ressentais. C'est comme Giroud à Auxerre, hein. Il va continuer. Il va continuer à le vivre. Mais il sera pas loin. C'est en son tout cas. bébé, hein. C'est son bébé. Tu te rends compte, 36 ans. Non, 36 ans. c'est oufissime. Mais effectivement, je pense que le côté positif des choses, c'est que ça va amener un renouveau au club. Je pense qu'à mon avis, la saison prochaine, il va y avoir beaucoup de remaniements au sein de l'effectif aussi. Parce que souvent, enfin, je pense d'ailleurs, hein, d'ailleurs, ce qui s'est dit, c'est qu'il n'était pas d'accord. Parce qu'il devait rester 3 ans théoriquement encore, je crois, après la Ouais, session. il a été débarqué d'une façon un peu floue et brutale, mais bon. De toute façon, c'était déjà prévu, ça a juste été avancé, quoi, on va dire. Ouais, et puis de toute façon, le football, quand on est à son niveau, c'est comme une entreprise, et c'est une entreprise d'ailleurs, le club. Moi, je dis toujours que de toute façon, sur un bateau, c'est compliqué d'avoir deux capitaines. T'as un mec qui gère, et c'est tout. C'est compliqué de partager son trône, entre guillemets, Mhm. avec quelqu'un d'autre, surtout avec Mais surtout l'historique avec qu'il a eu. Olas. Tu vois. Bah oui, Olas, s'il est là, il est là. Hein. S'il est là, tu n'existes pas. Donc, ouais, je te rejoins là-dessus. Donc ça s'est fait comme ça, mais en tout cas, effectivement, il a aidé le football français à bien des niveaux. La suite de l'OL, on la connaîtra plus tard, mais la suite de Virginie, c'est quoi tes projets qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Moi, j'ai jamais été. J'ai pas un objectif clair, genre je veux faire ça. Dans 5 ans, je vais être là. Non. Moi, j'ai toujours été là où le vent me mène et ça m'a toujours réussi. Donc, je touche du bois. Mais tout ce que je veux, c'est être épanouie dans mon travail et être contente d'aller bosser, rencontrer des gens bien, chouettes. Voilà. Moi, voilà ce que vous pouvez me souhaiter parce que c'est ce que je kiffe et c'est ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, tu vois. J'ai envie d'aller bosser avec la patate,
être contente, que mes chefs soient contents de mon travail, que je sois contente de mon travail. Et c'est tout ce qui m'intéresse, tu vois. Être aligné, Être alignée, ouais. c'est ça. Avec mes pensées, mes actes et mes paroles. Exactement. Virginie, merci beaucoup pour cet épisode. Franchement, ça a été canon et il faudrait plus de gens comme toi qui n'ont pas leur langue dans la poche et qui sont real. Ça, je sais pas s'il faudrait Tu plus vois de gens comme moi, mais en tout cas... Je pense que si, parce que t'es ultra solaire, tu vois, et c'est agréable d'échanger Tu vois, avec c'est toi. pour ça que Paqueta et moi, on aurait été génial Ouais, mais ensemble. il a une meuf, on t'a dit oublie. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, C'est vrai. faut que t'arrêtes. Donc, on se Tu revoit- forces là. Ouais, c'est grave, tu forces. Donc, je te remercie. Je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt sur le podcast. Ciao, ciao.